Bonjour à tous et bienvenue au 9e épisode de Résume-moi ça, où le but est de faire découvrir des thèmes diversifiés grâce à des textes ou articles scientifiques qui ont été rédigés par le passé. Le vaccin est le thème du moment. Il suffit de regarder les démonstrations dans la rue pour comprendre à quel point la société est divisée concernant la question du vaccin et du pass sanitaire. Chacun a sa propre opinion et malgré la poussée des politiques qui encouragent le vaccin contre le Covid, on trouve tout de même une opposition. Cette opposition se base sur la méfiance des personnes envers le vaccin. Malgré la vaccination publique des politiques pour calmer cette méfiance, celle-ci continue. Cette méfiance, chacun de nous a, mais à des degrés différents. Quand quelqu'un dans la rue nous demande notre téléphone pour téléphoner à quelqu'un, qui de nous ne se méfie pas qu'il s'agit en réalité d'un voleur? Mais cette méfiance, on la retrouve aussi dans la haute sphère des politiques. Exemple de cela, le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, Brejnev, qui lors d'une célébration d'un accord avec les États-Unis en 1973, attend que le président Nixon boive avant de faire pareil. Comme vous l'entendrez dans la vidéo, la salle se met à rire lors de cette scène un peu surréaliste. En effet, cette mini-introduction sert à montrer que la méfiance est quelque chose qui se trouve en nous et que celle-ci est accentuée face à quelque chose de nouveau comme le vaccin contre le Covid. Toutefois, cette méfiance n'est pas nouvelle. Quand le vaccin de la variole créé par Jenner commença à circuler, il y avait bien évidemment une méfiance envers cette nouvelle chose. Malgré l'intervention des personnalités politiques dans la promotion du vaccin, ce fut le clergé qui allait jouer un rôle important dans cette quête de promotion du vaccin. Aujourd'hui, cet épisode se propose de regarder cette promotion du clergé du vaccin contre la variole. Avant cela, il me paraît important d'expliquer qu'est la variole. Le Larousse définit la variole comme une maladie infectieuse très contagieuse due à un virus qui était caractérisé par une éruption de taches rouges devenant des vésicules puis des pustules. Cette maladie avait un taux de mortalité important et pour les nouveau-nés, cette mortalité pouvait atteindre 30%. Ainsi, on estime qu'en Europe, durant le XVIIIe siècle, 400 000 personnes sont mortes par année à cause de la variole. Ceux qui ont eu la chance de survivre à la variole eurent néanmoins des séquelles physiques très importantes pour le reste de leur vie. La variole était un véritable fléau pour l'humanité. Le vaccin de Jenner est ainsi apparu comme une lueur d'espoir. Le vaccin contre la variole est apparu lors d'une période mouvementée du continent européen. On a eu d'une part les guerres de la Révolution française qui ont lieu de 1792 à 1802 et qui ont été suivies des guerres napoléoniennes de 1803 jusqu'en 1815. Des ennemis jurés s'opposent à l'instar de la France et du Royaume-Uni, mais malgré cela, la découverte du vaccin par un Anglais n'empêchera pas sa diffusion dans l'Empire français. Les médecins sont bien évidemment les premiers hommes à répandre cette nouvelle du vaccin en 1800 sur le continent européen. Dans tous les empires, on constate les malheurs du fléau de la variole et le pouvoir public cherche évidemment à éviter plus de morts inutiles. À cette fin, ce pouvoir politique se tourna vers le clergé. Rappelons-nous de l'influence massive que la religion a eue sur le continent européen. Influence qui se perda progressivement, mais qui au début du 19e siècle avait tout de même une place importante, surtout dans les campagnes. Le clergé continue à avoir une emprise importante sur les opinions populaires. De ce fait, les autorités de santé misaient sur leur appui. Toutefois, nous allons voir que si certains ont promu volontairement le vaccin, une plus grande partie du clergé répondait à des directives politiques. Un exemple de ce volontariat fut une expérience en 1801 vécue par le médecin genevois Jean de Caro qui, lors d'un passage d'un village près de Vienne, avait inoculé 4 enfants. Le curé de la paroisse qui vit cela fut frappé par la douceur qu'il souhaitait en apprendre plus sur cette méthode. Étant convaincu de l'efficacité et de l'authenticité du vaccin, il présenta à ses paroissiens, je cite, d'une manière simple et à leur portée, les avantages de cette méthode après leur avoir peint au naturel les ravages de la petite vérole. Il soulagea aussi leur conscience en leur faisant sentir que ce n'était point agir contre les vues de la Providence que de se préserver d'une maladie de quelque manière que ce fût. Ce premier exemple de cette collaboration entre les ecclésiastiques et la médecine eut pour effet que 35 enfants de cette paroisse se sont fait vacciner. Passons maintenant aux demandes explicites de la sphère politique pour l'aide du clergé. Celle-ci fut en effet plus répandue. Ainsi, le comité central de la vaccine avait envoyé à tous les évêques un arrêt du ministre de l'Intérieur qui voulait la collaboration du clergé. On souhaitait de la part de ces évêques qu'ils produisent des lettres pastorales. Que sont donc ces lettres ?
Ces lettres étaient adressées au clergé qui se trouvait dans le territoire de l'évêque, des curés, des prêtres et ainsi de suite. Dans ces lettres, on retrouvait des instructions de la part de l'évêque. Dans notre cas présent, ces instructions revenaient à faire la promotion du vaccin et on utilisait pour cela des arguments qui furent donnés par le comité de la vaccine notamment. Ces lettres pastorales furent demandées périodiquement par le ministre de l'Intérieur et on les utilisait pour promouvoir cette découverte du vaccin. Comme le dira un message, on souhaitait renouveler cette alliance antique et auguste du sacerdoce et de la médecine. Toutefois, ces demandes, bien qu'implicites, pouvaient avoir un ton plus autoritaire. Prenons l'exemple d'un message de l'administrateur des cultes envoyé lors de la première restauration en 1814 qui exigeait la collaboration du clergé. On peut lire « Souvenez-vous que dans tout ce qui n'est que temporel, vous devez l'obéissance au chef de l'État. Rendez-vous donc docile à la voix de notre bien-aimé monarque en secondant de tous vos efforts ses vues bienfaisantes et paternelles. » Le ton employé est de toute évidence autoritaire. Toutefois, il faut se situer dans ce contexte. Napoléon venait d'abdiquer, la France avait perdu un nombre important de sa population et la variole continuait à coûter la vie à des milliers d'enfants alors qu'une solution existait. On souhaitait sauver ces sujets non pas pour mener la guerre, mais pour la croissance d'un État futur. L'historien français Yves-Marie Bercier relativise également ce ton en indiquant que l'exemple autoritaire de l'Empire français ne différait pas des autres souverainetés. On considérait partout qu'il n'était pas possible de conduire une police de la santé, une hygiène politique sans la participation active du clergé. Passons maintenant à comment les médecins ont recouru à la religion pour promouvoir le vaccin et comment on justifia son utilisation face à une population qui y voyait une entrave au grand projet de Dieu. La promotion du vaccin s'est faite par l'intermédiaire d'un vocabulaire et des métaphores religieuses. Les médecins ont aussi, lors de l'évocation de la variole, parlé du massacre des innocents, tandis que le procédé de Jenner fut vu comme une miraculeuse découverte ou encore un secours du ciel. Ces médecins étaient très créatifs. Certains associaient la vaccination à un sacrement religieux. Si le baptême lave un enfant du péché originel, le vaccin débarrasse ce même enfant du danger variolique. Le clergé, quant à lui, avait une mission spirituelle de guide en quelque sorte. De là apparut la critique que celui-ci n'avait aucun droit de rentrer dans le privé, le personnel des individus, qui est leur santé. Toutefois, face à cette critique, on se basa sur la Sainte Écriture et ses exemples. L'un demandera « Jésus, notre modèle et notre maître, ne remplissait-il pas pendant sa vie mortelle la double tâche d'instruire les pauvres et de guérir les malades ?» En effet, le clergé avait au cours de son existence participé au-delà de la guérison de l'âme, participé à la guérison du corps. Nombreux furent les religieux qui auparavant avaient lutté contre des fléaux du passé. Prenons l'exemple de saint Charles Borromée qui avait participé à l'effort de lutte contre la peste de Milan en 1576. L'argument religieux le plus important contre la vaccine et cette découverte est le fait que celui-ci entrave et dévie le dessein que Dieu aurait pour nous. Ainsi, la morale chrétienne enseigne de recevoir tranquillement de la main de Dieu les infirmités dont nous sommes assaillis et n'est-ce point une usurpation manifeste des prérogatives de l'Éternel ? Face à cette critique, on statuera que la providence n'interdit pas de se précautionner contre de telles infirmités si des remèdes opportuns se proposent. La chose la plus importante reste le fait que Dieu aime la vie et que Dieu ne prend plaisir à voir mourir des innocents. Dans cette optique, les ecclésiastiques se doivent de dissiper l'ignorance et de promouvoir le vaccin. Au-delà d'un soutien moral, le clergé participa également à la vaccination elle-même. On retrouve de nombreux exemples où celui-ci se renseigna sur le vaccin et les pratiques médicales afin de pouvoir vacciner correctement les individus. Un curé du canton de Brousse était ainsi félicité d'avoir inoculé 20 000 sujets entre 1803 et 1834. Nombreux furent également les prêtres qui mettent à disposition leur paroisse comme lieu de vaccination. Cette adhération à la propagande du vaccin peut apparaître bizarre dans la mesure où depuis longtemps on place le religieux comme ennemi de la science et promoteur d'un certain obscurantisme. Cette image, l'Église s'est elle-même construite à l'instar du procès de Galilée condamné pour ses thèses d'héliocentrisme. Le mouvement des Lumières s'opposa également aux religieux et au début de la vaccination en 1800, cet anticléricalisme était encore d'actualité. Le médecin anglais William Batts parlait ainsi de la partie ignorante du clergé, peste de la société. On attribuait la lenteur, voire le refus de la vaccination au clergé qui aurait eu des propos défiants dans certaines parties de l'Empire français.
Toutefois, le refus dans certaines parties de l'Empire français relève d'autres problèmes. Ainsi, les habitants de la Flandre ne s'opposaient pas forcément au vaccin, mais aux occupants français. On confondait le vaccin avec d'autres mesures répressives entreprises par ceux-ci auparavant. L'historien Yves-Marie Bercé compare cela aux familles algériennes qui, des décennies plus tard, cachaient leurs enfants à l'approche du médecin vaccinateur. Yves Bercé estime ainsi que les cas de résistance provoqués par le clergé étaient très rares et que finalement, le plus grand ennemi des vaccinateurs n'était pas les préjugés et les superstitions, comme ils aiment à le déclarer dans un stéréotype persistant, mais tout simplement l'inertie et l'indolescence qui, en dehors des retours épidémiques, faisaient oublier aux parents les menaces du péril variolique. Yves Bercé conclura sa position en affirmant que le clergé et la religion auraient pu être les boucs émissaires les plus commodes. Au lieu de cela, les médecins ne trouvaient en face d'eux que le silence et la négligence, la résignation et l'indifférence. Pour dépasser ces obstacles apparemment insurmontables, le clergé offrait dans l'état de société de ce temps le meilleur vecteur culturel. Malgré les pressions que le clergé a pu subir pour promouvoir le vaccin, il agira de son propre gré également. Il était impossible pour que celui-ci reste indifférent face au fléau variolique. Le pape lui-même lança une campagne de vaccination dans les États pontificaux en 1822. Le pape Pie VII était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un pro-vax et dépeint le vaccin comme mis en place par la providence divine en signe de l'amour paternel de Dieu pour sauver ses enfants. Dans ce même décret, il y avait la dénonciation de préjugés profondément ancrés qui étaient plus forts chez certains parents que l'amour de leur progéniture. Le succès de cette campagne fut limité, mais elle fut le point de départ de la promotion par le pape du vaccin. Aujourd'hui, le pape François se positionne comme ses prédécesseurs en parlant de la vaccination comme acte d'amour tout en dénonçant ceux qui refusent la vaccination. Finalement, on pourrait dire que le pape d'aujourd'hui n'a fait que poursuivre les enseignements d'il y a 200 ans. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à rejoindre ma page Instagram dont le lien se trouve dans la description et on se retrouve pour un prochain épisode de Résume-moi ça.